Chaos et autres contes de Marc-Édouard Nab. Lecture et mise en son, Bastien Montes. Générique, Thelonious Monk. À Stockholm, en plein port, un vieux marin alcoolique que personne ne remarque est assis sur une bitte d'amarrage. Il a les jambes croisées, sa sandale est sur le point de tomber. Le pompon de son béret frissonne comme un poussin bleu qui aurait la chair de poule. Le vent sent la morue. Le marin regarde l'eau d'un air absent. Sur son avant-bras gauche, dénudé par la manche de son tricot à rayures, bien visible, un tatouage. Il représente le visage d'un homme jeune, inondé de larmes. À qui appartient cette figure en pleurs? Et pourquoi est-elle fixée en traits violets parfaitement dessinés sur la peau de ce vieux Suédois songeur? Voilà des questions que les mouettes ne semblent pas se poser, tout occupées à planer au-dessus des bateaux avançant vers le bordel de grues du dock glacial. Une trompe de chalutier fait sursauter le marin tatoué. À cet instant, comme un aquarium soudain bousculé dont les poissons s'affolent, son antique carcasse de loup des mers secoue les frétillants souvenirs qu'elle contient. Il faudrait remonter à très loin pour avoir une idée de ce qu'était Auguste Sparadra. Un de ces héros nordiques dont la Suède peut s'enorgueillir. Dès l'enfance, il avait quelque chose dans ses yeux, et même quelque chose de particulier dans chaque œil qui forçait l'admiration. On sentait qu'il allait accomplir une grande destinée, grâce à ses propres mérites, mais un peu aussi, il faut bien le dire, par contraste avec son frère, Gustave. Quelles que soient les qualités personnelles d'un Auguste Sparadra, il est évident que lorsque la fatalité s'abat à ce point sur son petit frère, on paraît plus fort. Autant l'avouer sans honte, Gustave était anormal. Il faisait partie de ces enfants touchés horriblement par cette maladie appelée la thalidomide, du nom du médicament désastreux qui l'a rendu sinistrement célèbre. En effet, à cette époque, un véritable fléau s'était abattu sur l'Europe du Nord, et en particulier en Suède. Chaque femme enceinte qui avait absorbé la thalidomide, calmant à base de neurozédine, pour désangoisser sa grossesse, amputait in utero et sans le savoir les membres de son futur bébé. Selon la dose et le moment choisi, les mères arrachaient ainsi dans leur ventre les doigts, les mains, les bras ou les jambes de leur enfant comme on effeuille, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout, une marguerite. Plusieurs centaines de superbes bambins aux joues soufflées par l'air sain du Nord apparaissaient dans leur berceau avec tout un tas de membres en moins. Les plus chanceux se retrouvaient manchots ou unijambistes, mais la plupart n'avaient plus de jambes du tout et leurs mains étaient accrochées directement à leurs épaules, comme si un farceur, Dieu, leur avait ôté les bras nécessaires, un peu à la façon de ces plaisantins qui retirent au dernier moment la chaise de celui qui est en train de s'asseoir. Gustave Sparadra, le frère cadet du bel Auguste, était l'un des Suédois les plus cruellement atteints par la thalidomide. Des bras, il n'en avait pas du tout, et les deux mains qui lui pendaient de chaque côté du haut du torse étaient si atrophiées qu'on eût plutôt dit des nageoires. 3 vagues doigts tordus sur les 10 prévus par le règlement de la normalité pianotaient, assez risiblement c'est vrai, au sommet des épaules du pauvre Gustave. Inutile de dire qu'avec la chance qu'il n'avait pas, aucun pouce ne se comptait parmi ces doigts-là. Sa maman, courageuse, s'en voulant évidemment d'avoir ingurgité le tranquillisant qui devait la rendre intranquillisée à jamais,
avait beau dire à son fils que dans la même ville, elle avait croisé un infirme plus mal en point que lui, c'est-à-dire aveugle, le petit Gustave pleurait en disant qu'il aurait préféré, à tout prendre, ne pas voir ça. C'est d'ailleurs le seul point commun qu'il avait avec son père, pasteur si sévère qu'on eût dit que le protestantisme avait été inventé à son seul usage, et qui, le jour même de la naissance de Gustave, quitta brutalement le foyer pour fuir à jamais au Caire, où, disait-on, il s'était converti à l'islam par amour pour une danseuse sublime. Lui aussi, il ne voulait pas voir ça. Madame Sparadra éleva donc toute seule ses deux fils, ou plus exactement son fils et demi. Auguste, avec sa cruauté de viking, refusant, dès l'adolescence, de compromettre son intégrité fraternelle avec cet avorton inachevé de Gustave qui était, c'est un fait, particulièrement susceptible. L'aîné, passionné de voyage et d'aventure, n'avait que faire d'un frère tronc qui se dandinait sur ses résidus de pieds éternellement en devenir, en agitant nerveusement ses bouts de mains incomplètes. Les prothèses que la mère avait achetées, à quel prix, pour pallier le handicap atroce de son Gustave, furent bien vite abandonnées, tant elles blessaient les épaules et surtout la base des moignons du monstre mal aimé qui finalement se débrouillait mieux sans. Certains malades de la thalidomide qui avaient encore leurs pieds étaient devenus diaboliquement adroits. On se souvenait dans la vieille ville de Stockholm d'une jeune femme peintre qui brossait avec les orteils des marines remarquables. Parvenu, non sans mal, à la puberté, Gustave se déplaçait avec assez d'aisance pour qu'il pût, le cas échéant, protéger par la fuite son hypersensibilité bombardée en permanence par les sarcasmes de son impitoyable aîné. Car Auguste n'était pas tendre avec Gustave. Il le brimait à tour de bras et prenait un malin plaisir à lui faire des crocs en jambes. Humiliation sur humiliation, le petit frère stoïque tenait bon. D'autant plus que son admiration pour le bel Auguste, qui montait en grade dans la marine royale, restait inexprimée. Le grand rêve d'Auguste était d'atteindre le pôle sud. Il embarbouillait tellement son entourage que les siens étaient comme entartiqués par son enthousiasme. Avec de costauds Suédois, et même un Norvégien qui revenait du pôle Nord, Auguste préparait, d'année en année, son voyage à bord d'une corvette spéciale. On pouvait comprendre que le commandant Sparadra avait autre chose à faire que de s'attendrir sur son frangin thalidomidé jusqu'au trognon. Gustave pleurait en secret, bien qu'il fût incapable de se prendre le visage mouillé dans les mains. Recroquevillé sur son tronc comme un fœtus et tremblant de tristesse, il restait dans sa chambre écoutant de là, pendant des nuits entières, son frère élaborer ses plans pour gagner le cercle polaire. Le handicapé sensible n'entendait parler que de baleines, de banquises, d'icebergs et de chiens de traîneau que son aîné vénérait et auxquels il portait une attention que le cadet trouvait disproportionnée. En effet, Auguste semblait placer les animaux au-dessus de tous les hommes, en tout cas au-dessus de certains, comme son frère. Faut-il devenir une bête pour que mon frère m'aime ? Se lamentait souvent le pauvre infirme qui jurait en se regardant dans la glace qu'un jour, des êtres charitables sauraient accueillir sa différence. Enfin, tout était prêt. Le Maelstrom, superbe bateau parfait, chargé de valeureux explorateurs, largua les amarres du port de Stockholm un beau matin frisqué de printemps. Le commandant Auguste Sparadra était exalté au-delà de l'imaginable. Même si ça avait toujours été le cadet de ses soucis, et c'était le cas de le dire, la fugue mystérieuse de son frère Gustave quelques semaines avant son grand départ à lui devait très légèrement nimber d'un étrange halo de mélancolie la joie de l'aventurier. Personne, 3 ans plus tard, n'aurait pu reconnaître, sous la barbe enneigée de cet homme seul, harassé, en guenilles de fourrure, courbé sur son traîneau déglingué, mal tiré par 4 chiens épuisés sur les 12 que comptait la meute, glissant sur la mer de glace dans la nuit interminable et crevant les confettis du blizzard en colère, le visage d'Auguste Sparadra en personne. Le pauvre explorateur polaire avait tout perdu. Son Maelstrom, après 3 mois de navigation entre les hauts glaçons de la mer de Ross, fut broyé comme un jouet sans réussir à se frayer un passage. Sparadra et ses hommes continuèrent le voyage en traîneau, et peu à peu, tous ses compagnons périrent victimes du froid, de la fatigue ou de la faim. C'était donc ce jour-nuit-là,
que le commandant parvint enfin, et dans quel état, sur la terre Adélie. Son épuisement aggravait son hallucination. Après plusieurs mois de sommeil profond, le soleil avait daigné ouvrir un œil pour faire rougir la nuit. Sa toque de mort s'enfonçait jusqu'à ses sourcils d'ours soûls. Sparadra s'arrêta sans y croire. Le pôle sud. J'y suis. Le caractère hautement inhospitalier du continent antarctique était presque oublié au profit de celui, grandiose, de ce décor unique. Même les plus féroces bourrasques s'inclinaient devant tant de blanche beauté. Malgré ses doigts des mains et des pieds quasiment gelés, Sparadra se trouva parfaitement bien, peut-être pour la première fois de sa vie. Il se sentait comme réconcilié avec lui-même. Cette solitude glaciale lui réchauffait le cœur. Solitude, il fallait le dire vite, car en se retournant, le commandant Sparadra découvrit une colonie de manchots. Ils étaient bien 5 à 600. Ce n'était donc pas une légende, ce qu'on racontait dans les récits de voyages polaires. Ces animaux, comme endimanchés pour un festival, se déplaçaient en véritable foule compacte, tous serrés les uns aux autres, sans qu'aucun ne perde sa singulière majesté. Sparadra admirait depuis un petit moment cette multitude de manchots empereurs, lorsque son regard bleu acier s'accrocha à l'un d'eux, là-bas, au fond du groupe noir et blanc. L'animal avait une expression humaine, si humaine que, de la gorge en piteux état du commandant naufragé, un vieux cri, comme remontant du fond des temps, sortit tout seul sous la forme d'un prénom masculin, presque lisible en toutes lettres dans la bulle de buée de l'atmosphère. Gustave! Oui, Gustave, son frère. Auguste l'avait reconnu. Plus incroyable que ça n'était pas possible. Voilà donc où avait fugué Gustave le malheureux, ici, au pôle sud, si cher à son frère aîné Cruel. Cruel, Auguste Sparadra ne l'était plus. Il venait de comprendre de quel amour avait dû s'énergiser la volonté du pauvre infirme pour, après bien des péripéties, parvenir à se glisser dans une colonie de manchots empereurs. Seuls êtres sur cette planète à tolérer un humain mal formé à leur image, les manchots ne laissèrent qu'à regret, et en protestant, le fils aîné du pasteur Sparadra rejoindre son cadet souffrant. Après avoir fendu la foule froide, Auguste s'approcha de Gustave qui le regardait dans les yeux. Son cœur, soudain dégivré de son ancienne cruauté, se serait senti assez chaud pour faire fondre toute la banquise. L'explorateur, sans un mot, prit alors dans ses bras le petit corps si souvent raillé de son frérot, tout emmitouflé dans une doudoune noire et blanche. Au moment où Auguste allait lui demander pardon, Gustave expira comme délivré. Alors, seul humain désormais dans ce désert polaire au milieu des innombrables manchots empereurs endeuillés, le grand, le fort, le dur Auguste Sparadra s'effondra en larmes. Son propre visage en pleurs, le commandant décida dès son retour de l'inscrire à jamais dans la chair. Voilà pourquoi, aujourd'hui dans le port de Stockholm, sur l'avant-bras nu de ce vieux marin tombé depuis 20 ans dans l'alcoolisme le plus compréhensible, on peut remarquer un triste tatouage, pour peu qu'on ait un minimum de cœur.